Bonjour à tous. Alors c'est parti pour le SVG et le CSS. Alors le SVG est, on va dire, une sorte de remplaçant du Flash. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, voire déjà fait dans d'autres cours. Donc, étant un remplacement du Flash, on va pouvoir faire des animations en tout genre sur nos éléments vectoriels. On peut dessiner à la base nos éléments graphiques en code, ce qui peut être vraiment très long. Et le plus simple est d'utiliser Illustrator. Donc on verra un petit peu plus tard comment faire ça. Mais on dessine nos éléments sous Illustrator pour ensuite les exporter au format SVG et ensuite taper en fin du code pour les animer. Dans l'exemple que j'ai réalisé ici, j'ai dessiné ça sous Illustrator rapidement. Bon, j'ai copié-collé ensuite au code les deux colonnes suivantes. Bon, je réactualise. Les bulles 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, les 6 ici, je les ai copié-collés via le code. Vous verrez que c'est vraiment très simple de copier-coller un élément SVG sans repasser par Illustrator, ce qui obligerait de tout réintégrer dans notre code. Enfin, on va voir ça un tout petit peu plus tard. Alors, avant de rentrer dans la technique pure, déjà, je vais vous montrer ce site. Donc c'est quelqu'un qui a développé un fichier CSS qui s'appelle Animate, où on va avoir à l'intérieur tout un tas d'animations préenregistrées qu'on va pouvoir réutiliser très rapidement, simplement en mettant le nom de la classe qu'on souhaite utiliser. Par exemple, ici on a dans cette liste déjà quelque chose de sélectionné, Bounce, et on va pouvoir faire une animation. Voilà, si je clique sur Animate, ça me fait un petit rebond sur mon texte. Alors, l'avantage de ce genre de choses, c'est qu'une fois qu'on a créé une animation, alors qu'on utilise celle d'Animate ou qu'on ait créé la nôtre, une fois qu'elle est écrite, on peut appliquer cette animation, bien sûr, à n'importe quel élément de notre site. Non pas en copiant-collant, simplement en appelant le nom de notre animation. Donc on a tout un tas d'animations toutes faites. Donc je vous montre ça parce que ça va être typiquement le genre de choses qu'on va essayer nous de réaliser manuellement en écrivant notre code. Et vous allez voir que ça peut être très rapide pour faire des choses simples. Voilà, genre le shake ici, n'est pas bien compliqué, c'est un droite-gauche, un changement de position en X, mais il y a des effets qui peuvent être un peu plus tordus, genre le bounce. Voilà, on a 2 ou 3 petits rebonds qui se réduisent et qui donnent cet effet de réalisme du rebond. Et c'est typiquement le genre de chose qui est délicate à réaliser si on veut que ce soit professionnel à la fin et que le rendu soit assez beau. Donc, pour faire fonctionner ce genre de choses, alors on va jouer un peu par la suite avec ce fichier là pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, mais pour faire fonctionner des animations, là dans le fichier que je vous ai donné, donc vous avez le rendu à gauche et le code du fichier à droite, je vous fournis le fichier HTML avec déjà tous les éléments à l'intérieur. Donc j'actualise ma page déjà de base, voilà, j'ai déjà une petite animation qui est faite, donc j'ai en l'occurrence utilisé une des animations de animate.css pour l'effet de chargement. Si je réactualise, voilà, on a les éléments qui apparaissent en grossissant. Ensuite je vais avoir une animation différente pour toutes les possibilités des fonctions d'animation en CSS. J'ai ici un bloc que j'ai appelé menu, enfin, que je vais appeler menu pour l'exercice qui se trouve en haut, qui va grossir, et 9 bulles, ainsi qu'un petit carré ici. Chacune d'entre elles vont présenter une des fonctionnalités de l'animation en CSS. Alors, on part sur la première, notre menu d'en-tête. Donc quand je passe dessus, si j'agrandis ma zone, il va faire un agrandissement de dimension, avec un effet lissé de mouvement, pour pas avoir un changement de position instantané entre le départ et la position d'arrivée qu'on a là en ce moment. On va avoir besoin d'utiliser les fonctions CSS, et vous allez voir que dans le code que je vous ai donné, j'ai essayé de mettre des commentaires pour vous aiguiller un petit peu. Alors, la toute première ligne ici, on surprend tout en haut, HTML, head, blabla.
la ligne de chargement de notre fichier animate. Et en voilà, ici ça va être la ligne qui va nous intéresser pour l'effet de grossissement de notre premier élément. Donc au niveau de l'objet, j'ai dû le pointer. Donc là je l'ai fait de façon très précise, hein. J'aurais pu mettre que hashtag menu pour pointer dessus. Avec un effet de hover, donc ça veut dire quand je passe dessus, il va se passer quelque chose. Je descends un petit peu plus bas dans ma page. Au niveau de mon code HTML, du moins SVG là, je devrais retrouver mon élément menu, qui est un polygone. Vous voyez, j'ai pas grand chose au niveau de mon HTML hein, dans cette page, hein. Par contre j'ai beaucoup de CSS. Donc j'ai pointé sur mon élément, je vous réexplique pas le principe de pointage, hein, vous l'avez déjà vu 50 000 fois, donc j'espère que c'est acquis. Ici je vais lui demander de faire une transformation de type scale, hein, qui va être de type redimensionnement, et je vais lui dire 2, donc 1 étant la taille par défaut 100%, comme on la voit actuellement sur la gauche, et 2 bah, ça va être 2 fois sa taille. Donc en changeant la valeur de scale ici, on va avoir un effet de grossissement ou de diminution sur notre menu. Donc ça c'est l'effet de hover, qui doit faire normalement une transition instantanée, mais comme j'ai précisé ceci juste en dessous, pour ajouter une transition, et si je coupe, hein, que je reviens sur ma page et que j'actualise, il y a toujours l'effet d'animation de chargement, voilà, donc là j'ai plus de transition, j'ai juste un changement d'état instantané, où il passe de la taille 100% à la taille de 100%. Donc pour avoir l'effet de transition, il va falloir que je lui dise, donc toujours en ciblant le même élément, de rajouter une transition sur tous les types d'effets que je vais apporter dessus, donc en l'occurrence ça va être la transformation, lui mettre un effet de transition qui sera de 300 millisecondes. Alors on peut écrire 300 ms, comme on peut écrire aussi 0,3, enfin 0.3 secondes, ça marche également. Ici, la durée, bah évidemment, plus on la met long, plus l'effet sera long pour la transition, et plus on la met courte, l'effet sera court. On peut également gérer la durée et la vitesse, la façon dont les éléments vont se déplacer. Je reviens sur ma page, je réactualise. Alors, sur mon premier bouton, ici par exemple, quand je mets ma souris dessus, d'ailleurs j'ai du mal à le suivre, et vous allez voir un petit peu après pourquoi j'ai du mal à le suivre. Donc là j'ai un effet de mouvement, voilà, où il va se déplacer vers la droite de façon régulière, à une vitesse régulière. Ici, je vais lui demander de faire une transformation de type translation, donc un déplacement X de 200 pixels. Jusque là, rien de bien compliqué. Au niveau de la transition, donc j'ai répété la même syntaxe qu'au-dessus, je lui ai dit sur tous les effets de transition, je veux avoir un effet une transition entre chacun de ces effets, qui durera 1 seconde, et ces transitions seront de type linéaire, donc ça va être régulier. Donc c'est pour ça qu'en fait, hein, ici, mon premier petit bouton, la première petite bulle là, se déplace de façon régulière. La deuxième petite bulle qui se trouve en dessous va accélérer et ralentir. Je vais rajouter d'autres choses sur la fin, c'est pour ça que ça disparaît, donc pas de panique. La deuxième bulle va donc avoir un mouvement avec une accélération lente, avec une accélération lente, avec ensuite un mouvement régulier, puis un ralentissement sur la fin. Donc pour préciser qu'on veut avoir un mouvement de ce type là, on va lui dire ease in out, et le mouvement va être plus doux et plus réaliste. Donc vous avez tout un tas d'arguments hein, que vous pouvez chercher sur internet pour avoir la liste complète, que vous devez donc préciser à la fin de la ligne transition. Pour le troisième bouton, la troisième bulle, ici j'ai un effet de hover, donc quand ma souris passe dessus, il va se passer quelque chose. Je vais lui faire une déformation, sur le même principe que j'avais une déformation ici sur mon premier menu. Je lui ai demandé de faire une déformation, sauf que au lieu de faire une déformation où je vais lui dire simplement 2 pour doubler la taille, on lui donne les coordonnées, enfin les valeurs en X et en Y. Donc du coup on va lui demander de doubler les valeurs en X, mais conserver les valeurs en Y. C'est pour ça que on a un effet d'aplatissement de notre bulle.
Alors ici, notre bulle, elle se déforme et en même temps, elle se décale vers la droite. Parce qu'en fait, il y a une zone définie autour d'elle qui correspond à son emplacement, avec un petit peu de marge autour. Ce qui fait que quand elle va s'étirer, du coup cette zone va également s'étirer avec elle, et c'est pour ça que l'élément se déplace. Parce que le point d'ancrage de base de l'objet n'est pas à son centre, mais est au coin en haut à gauche. Donc si vous voulez modifier ce point d'origine, on peut le faire, ce qu'on va voir tout de suite après sur nos éléments suivants. Donc ma bulle numéro 3 avec le changement de scale ici, 2 en X et 1 en Y. Au niveau de ma quatrième bulle, ici, je vais lui demander de faire à nouveau un changement de dimension, toujours en utilisant scale. Donc j'ai numéroté mes cercles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans l'ordre, en colonne. Donc celui-ci c'est le numéro 4. Donc si je regarde ici, au niveau de mon cercle numéro 4, je vais retrouver à nouveau la propriété de transition pour lui demander de faire un effet de transition de 0,3 secondes. Je lui demande également, quand je passe en hover sur celui-ci, de faire une transformation de type scale en doublant les dimensions, mais également de faire une translation en Y et en X. Je lui dis moins 2% et 1%. Donc en Y, donc en vertical, il va remonter légèrement, et en X, il va se décaler légèrement vers la droite. C'est pour ça qu'on n'a pas une position centrale de l'objet. Si j'enlève ces deux éléments, hop, supprimer, j'enregistre et j'actualise. Ici, j'ai un mouvement qui se fait à partir du centre de mon objet. Alors, par défaut, vous n'allez pas avoir un centrage de l'objet, comme on a pu le voir ici sur la bulle précédente. Il va falloir le préciser, c'est-à-dire qu'il va falloir calculer les coordonnées en X et en Y de notre objet pour lui donner la coordonnée centrale de notre objet. Pour faire ça, ça va être la propriété transform origin, où ici on va lui donner en pixels les coordonnées de notre point central, le nouveau point central, on va dire le nouveau point d'ancrage, de notre bulle. Alors, ici le petit calcul que j'ai fait, je ne l'ai pas mesuré par rapport à mon écran, hein, j'ai pas pris un Photoshop pour mesurer les pixels. Ce que j'ai fait, c'est, je suis descendu un peu plus bas, et je sais que le cercle numéro 4 c'est celui-ci, et j'ai les coordonnées du centre. Parce que, vu que c'est un cercle, on va avoir une coordonnée en X et une coordonnée en Y pour le point central, puis ensuite la dimension du rayon de l'objet. Donc la coordonnée XY, enfin les coordonnées je les connais ici, ça va être 514 et 427. Donc je remonte, 514 et 427, cercle numéro 4. Donc du coup, en précisant transform origin, je vais avoir maintenant une position centrale à mon objet. Si je l'enlève, hein, si vous voulez voir ce que ça donne sans préciser cette propriété, voilà, donc là il va doubler les dimensions, mais il va doubler les dimensions par rapport au coin en haut à gauche. Donc ça veut dire que la grande dimension que j'avais pour mon objet correspond à l'objet lui-même, plus toute la page avec tout le blanc qui traîne jusqu'au coin en haut à gauche de ma page HTML. Ce qui fait que lui il va doubler tout ça, et c'est pour ça que là on voit la bulle qui part à perpète sur la droite, et qui disparaît même de l'écran. Donc on n'a pas le choix, il faut bien lui préciser. Voilà, je fasse pas mes trucs. Il faut bien lui préciser le nouveau point central de la forme. Alors juste ici un petit détail au niveau de la syntaxe. Vous avez vu que j'avais fait un changement de dimension en multipliant par 2 la taille, mais on peut également lui dire de faire en même temps, dans l'option de transformation, une translation en Y et une translation en X. Et on peut cumuler ça avec d'autres modifications de type transform. Il n'y a pas de virgule, il n'y a rien, on met simplement les attributs les uns derrière les autres. Le cercle numéro 5. Le cercle numéro 5, celui-ci, on a l'impression qu'il fait rien, mais en laissant la souris dessus, voilà, on a un effet qui va se lancer après un petit délai. Alors pour faire ça, donc à nouveau,
en hover de mon cercle numéro 5, je vais lui demander de changer la dimension en multipliant par 2 sa taille. Simplement, au niveau de la transition, je vous réexplique pas hein, la transform origin hein, où j'ai recopié les coordonnées du cercle via le HTML en bas de la page. Au niveau de la transition, je vais lui demander, comme précédemment, au niveau de la transformation, de faire une transition qui durera 0,3 secondes, mais le dernier paramètre est un délai, un décalage. C'est cette propriété-là. On pourrait très bien écrire à la ligne transition-délai 2 secondes, mais on peut simplifier la syntaxe en mettant tout sur une ligne. Donc le troisième paramètre, ici, ça va être le délai de retard avant le lancement de l'animation. Donc c'est pour ça que quand je mets la souris dessus, 0, 1, 2. Voilà, j'ai bien mes 2 secondes qui se lancent, et pareil pour quand on sort de la zone, on va également avoir besoin de 2 secondes pour le réduire. Alors, vous avez peut-être remarqué que certains éléments n'ont pas d'effet... J'enregistre, je reviens, j'actualise. N'ont pas d'effet pour revenir à leur position d'origine. Je prends par exemple ici mes 2 premières bulles. Voilà, quand je sors la souris de la zone, elle revient instantanément à la position d'origine. Elle revient à la position d'origine parce que j'ai dû lui préciser que l'effet de transition, donc cette partie-là, se faisait sur la partie hover. Donc ça veut dire que j'allais avoir un fondu sur le hover, et non, quand je ne suis donc plus dessus, en état normal. Or, là, sur ma bulle numéro 5, j'ai un effet de transition au grossissement, et un effet de transition en réduction. Parce qu'ici, je lui ai précisé que la transition devait bien se faire sur le cercle numéro 5, quel que soit le type de transformation appliqué dessus, qu'on soit en hover ou en autre chose. Si je mettais, je vais couper ce texte, hop, je le mets ici. Si je le mets uniquement sur la position hover, bah du coup je vais avoir mon effet de grossissement avec transition sur l'effet de grossissement, mais en réduction je ne l'aurai plus. J'ai pas enregistré, hein, donc là vous pouvez pas le voir. Vous ne l'aurez plus sur la réduction à l'état d'origine. Donc faites attention à l'endroit où vous allez mettre votre transition pour bien l'avoir dans tous les cas de figure. Le cercle numéro 6, hein. Alors lui il a un effet bounce, donc c'est le premier de notre fichier animate.css, où quand je sors la souris, je me mets dessus et quand je l'enlève de la zone, je vais avoir une animation qui se déclenche. Alors pour faire ça, vous allez voir déjà que si je réactualise ma page, vous voyez, c'est assez rapide, mais j'ai déjà ma petite transition qui se lance là, mon petit bounce qui se fait. Donc ce que je vais chercher à faire, c'est relancer cette petite animation en cours de route, c'est-à-dire pendant que je suis sur ma page, via un effet de hover. Donc ici, au niveau de mon cercle numéro 6, hein, je vais lui dire, quand je passe dessus, de déclencher une animation, donc une keyframe, que j'ai appelée recommencer. Vous allez voir, celle-là, c'est un petit hack qu'on peut utiliser dans pas mal de cas de figure pour relire des animations, parce qu'il n'y a pas de fonction malheureusement en CSS qui permet de faire ça. Ou alors après, il faut utiliser du JavaScript. Donc pour rester 100% en CSS, on peut utiliser ce petit hack. Alors, tout ce que je vais lui demander, c'est via une keyframe dont j'ai redonné le nom, recommencer, où j'ai mis une valeur à l'intérieur en lui disant d'avoir une largeur automatique. C'est tout. Et le simple fait de faire ça, ben en fait il va relancer tous les effets rattachés à cette animation de notre objet. Donc ça veut dire que si on avait des effets de transition et d'apparition en tout genre sur notre objet, et ben elles se seraient toutes redéclenchées sur, comme si on rechargeait la page depuis le début. Donc on va réutiliser cette petite fonction de rechargement un petit peu plus loin également dans la page. Ici, pour mon cercle numéro 7. Là, il ne se passe rien quand je passe dessus, parce que la propriété va être quand on clique sur notre objet. Je ne reviens pas, hein, j'ai déclaré à nouveau le point d'origine, la transformation et l'effet de grossissement. Simplement, ça va se produire non pas sur le hover, mais sur le active. Donc ça va être quand je clique dessus. Voilà, donc là je clique un petit peu, je reste appuyé. C'est uniquement quand on reste appuyé sur le clic de la souris qu'on va avoir notre effet qui va se produire. Et on a bien l'effet de zoom et de dézoom, parce que la transition est bien sur le cercle 7 et non directement sur la position active.
Pour le cercle numéro 8, bon, ici, on voit pas très bien parce que ça sort de l'écran. Hop, le cercle numéro 8. Donc lui, j'ai cumulé deux choses. Déjà, je lui ai fait une animation de base qui doit se produire. Et j'ai par-dessus demandé à ce qu'il y ait, quand on clique sur l'élément, quelque chose qui se déclenche. Notamment la séquence recommencer. Donc la séquence recommencer, je vous rappelle, qui permet de recharger tous les effets appliqués à un objet. Et là, en l'occurrence, les effets appliqués, c'est tout cela. Donc les effets que j'ai ici, ça va être déjà un changement de la position des coordonnées de notre point d'ancrage d'origine, et également le lancement d'une animation qui s'appelle séquence, qui se trouve un petit peu plus bas, dont le type de vitesse sera is, et elle sera lue deux fois. Si vous voulez lire quelque chose en boucle, vous mettez 1000, et vous êtes quasi sûr que votre animation sera lue en boucle. Donc pour relire ma séquence, ici, qui se charge, donc je réactualise ma page, vous voyez j'ai déjà, dès le début, mon animation qui se lance. Donc pour la relancer, en cliquant dessus, ça va relancer la lecture. Hop. Donc qu'est-ce qui se passe dans ma séquence? Les fameuses keyframes qu'on va réutiliser régulièrement, qui vont nous permettre de créer nos animations de façon bien plus précise. Ici dans cette animation, j'ai trois étapes. Je lui déclare des informations à la position 0%, à la position 50% et à la position finale 100%. Au début, je vais lui dire opacité 0, qui ne va pas être visible. C'est pour ça qu'elle disparaît là, si je clique et qu'il me relance l'animation. Je lui ai également demandé de faire une modification des dimensions avec en X 0 et en Y 1,8. J'ai mis 1,8 parce que ça dépassait un peu au-dessus et en dessous, donc ça rentrait un peu mieux. Et également, je lui demande, enfin je précise qu'il y aura une translation en X, qui pour l'instant est à 0. Ensuite, à l'étape 50%, c'est-à-dire quand on sera arrivé à la moitié du temps de notre animation, cette fois, l'état de transformation, on va avoir notre scale qui va passer au double en X et revenir à l'état simple en Y. Et également un déplacement en X de 200 pixels. C'est pour ça que ma bulle part vers la droite. Et enfin, à la position finale, je remets tout. Donc l'opacité à fond, le scale à 100%, 1,1 en X et en Y. Et je remets le déplacement qu'il y avait eu en X à 0. L'élément du coup revient à cette position. Ici, j'ai créé 3 étapes, mais je peux en créer beaucoup plus. C'est-à-dire que je peux par exemple, ici, me mettre à la ligne et lui dire, eh ben, à 5%, il va se passer ça. Et là, je vais lui dire, transforme, scale quelque chose, ou opacité, ou encore autre chose. Et on peut créer donc jusqu'à 100 étapes pour notre keyframes. Là, je l'ai fait en pourcentage, mais on pourra utiliser d'autres valeurs, on verra plus tard, pour définir les différentes étapes de notre keyframes. Pour la durée totale, quand on est en pourcentage, est précisé ici. Durée de l'animation, 3 secondes. Donc là, on va avoir 1,5 secondes entre chacune de nos étapes. Pour la dernière bulle, la bulle numéro 9. Donc ici, j'ai simplement un changement de couleur, où ma bulle était par défaut dans la couleur générée par mon document Illustrator, donc en vert. Maintenant, je vais la changer en orange, pareil avec un effet de fondu en over et en sortie. Donc la boule numéro 9 va à nouveau avoir la propriété transition, avec à nouveau 0,3 secondes de transition. Et quand je vais passer dessus, je vais lui dire fill, donc c'est la propriété de remplissage de ma forme. Il va maintenant avoir ce code couleur, et je vais lui préciser également importante parce que par défaut il y a déjà une valeur précisée, donc si je descends un petit peu plus bas, voilà, ici mon cercle va avoir, donc c'est le numéro 9, hop, va avoir déjà un style avec une propriété de remplissage avec son propre code couleur. Donc, vu qu'il est écrit en HTML, en pur, en code
et surtout qu'il est écrit après avoir déclaré le CSS, c'est donc la dernière valeur précisée qui est prise en compte, c'est donc le vert qui va gagner. Du coup, pour le forcer, moi je rajoute point d'exclamation importante. Et mon polygone ici, qui fait un 360 sur lui-même, se retrouve à cet emplacement. J'ai dû déplacer un bout de code qui n'était pas bien rangé. Pas de panique si ça s'est déplacé par rapport à quelques secondes précédemment dans la vidéo. Donc mon rectangle, ici, rectangle, si je descends un petit peu plus bas, que je retrouve bien en bas de ma liste de mes éléments SVG, je vais lui demander de faire à nouveau une transformation d'origine pour redéfinir le point par défaut de mon objet. Vu que je vais faire une rotation, il vaut mieux qu'elle soit sur elle-même. Sinon, par défaut, il allait me prendre le coin en haut à gauche, et du coup, ça aurait fait comme tout à l'heure, mon rectangle serait parti en vrille en essayant de faire une rotation par rapport au coin en haut à gauche. Donc j'ai redéfini les coordonnées. Donc là, j'ai fait un petit calcul, j'ai dû prendre la largeur de mon objet divisé par 2, donc là, imaginons que mon truc fasse 200 pixels. Du coup, j'ai pris 100 pixels, plus les coordonnées en X, entre le coin gauche de ma page et le premier point de mon rectangle, c'est-à-dire, hop, le premier point en X, c'est celui-là, 85, et des patates. Alors, vu que c'est généré par Illustrator, désolé, il y a des virgules, ça sert à rien. Donc 85, plus j'avais dit les 100 pixels qui correspondent à la moitié, soit 185. Si on veut le faire de façon précise, donc ce que j'ai fait moi, mon objet mesure 168, donc j'ai fait 168 divisé par 2, il me reste grosso modo 85, plus mes 85 d'origine, et hop, j'obtiens mon résultat, qui était de 169. J'ai fait pareil de l'autre côté, pour le Y, donc l'espacement entre le haut de la page et le premier point d'ancrage, plus la moitié de la hauteur de l'objet. Et oui, il faut faire un peu de maths pour faire du SVG. Une fois que le calcul est fait, on va bien avoir un point de rotation central. Ensuite, au niveau de mon effet de hover, je vais lui dire de faire une transformation de type rotation sur 360 degrés. Alors on peut lui dire de faire sur 10 000 degrés, ça marche. Le truc c'est qu'il va tourner jusqu'à ce qu'il ait terminé de faire le nombre de degrés suffisant précisé. Donc si on lui met 5 degrés, il va faire pendant 3 secondes un déplacement sur 5 degrés, et si on lui met 10 000 degrés, en 3 secondes il va essayer de faire, je sais pas combien de tours, plusieurs centaines de tours. Donc voilà pour ce qui est des différents éléments CSS utilisés dans ce cours. Au niveau du code SVG, donc Illustrator va nous générer ce genre de choses. Moi ce que j'ai fait, c'est j'ai fait exporter sous Illustrator mon élément, et j'ai ensuite copié-collé dans un nouveau fichier HTML dans mon document texte. Juste pour vous détailler rapidement, mais je pense que vous connaissez déjà, vous en avez déjà vu dans d'autres cours, on va avoir un groupe global qui va englober tous nos éléments de dessin. Ici j'ai un polygone, donc ce n'est pas un rectangle, ça veut dire qu'il n'a pas une forme avec des angles droits. Je lui ai rajouté un ID pour pouvoir le pointer via le CSS. Ici j'avais un groupe, j'ai simplement rajouté une classe cercle, parce qu'à la base c'était comme ça. Pareil d'ailleurs pour lui, il n'y a pas de classe quand on génère des éléments avec Illustrator, donc j'ai rajouté une classe cercle qui me permet ensuite de pointer sur mes différents éléments de ce groupe. Les propriétés de chacun de ces éléments sont à peu près toujours les mêmes, genre là mon polygone, mes cercles et mon rectangle vont avoir une propriété de couleur de remplissage, fil, qu'on retrouve partout. Chacun d'entre eux vont avoir différents éléments, donc là on a des points qui vont définir les différents angles de notre polygone. Là en l'occurrence moi j'en ai 4, donc j'ai 1, 2, 3, 4 groupes de coordonnées pour mes 4 points. Pour le cercle, comme on l'a vu tout à l'heure, la coordonnée en X et en Y du centre de l'objet, avec ensuite le rayon. Pareil pour tous. Là il y a un décalage parce que j'ai rajouté une classe spéciale sur celui-là. Et pour mon rectangle à la fin, coordonnées en X et en Y du premier point, puis largeur et hauteur de l'objet.
Je rentre pas plus dans les détails, parce qu'on pourrait vraiment faire un cours entièrement dédié à ça sur les différents objets de type SVG, mais on verra ça un petit peu plus tard. Maintenant, je vais vous laisser réaliser les exercices et jouer un petit peu avec les différentes animations du fichier animate.css, ainsi que réaliser une petite animation de type de balle qui rebondit dans les différents exercices que vous aurez à faire.